Salut à toi, jeune producteur. Je te parle à toi. À moi? Oui, toi. Toi qui veux monter ton projet musical dans ta chambre. Je suis ici pour te proposer une alternative. As-tu déjà entendu parler du studio professionnel? Cet endroit magique offrant des possibilités d'enregistrement et de création haut de gamme. Si vous avez écouté nos précédents podcasts, vous savez que l'on peut faire pas mal de choses dans son home studio, dans sa chambre, mais que les possibilités restent limitées. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de pourquoi les studios d'enregistrement professionnels sont quand même très utiles pour votre projet et surtout pourquoi c'est des lieux super pour la création, l'enregistrement et toutes les étapes pour commencer à créer votre projet. De plus, nous serons une nouvelle fois accompagnés d'intervenants professionnels de l'industrie musicale. On leur a demandé les différences entre le home studio et le studio professionnel, ainsi que les avantages techniques et artistiques qu'offrent les studios pro. Nous avons donc les réponses de Nicolas Échalier et de Jacques Roulet. On les écoute. C'est souvent quelque chose que je constate moi-même quand des groupes qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience, c'est des choses auxquelles on ne sait pas comment s'organiser quand on choisit un studio, quand on choisit un petit peu des partenaires et qu'on monte une équipe. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Si vous voulez, à une époque, c'est vrai que quand un producteur ou une maison de disques finançait un disque, on finançait vraiment toutes les étapes, c'est-à-dire qu'on finançait l'étape de création, où déjà on était dans des studios de maquettes, vraiment on louait les studios pour vraiment que les groupes puissent travailler, maqueter, enregistrer des idées et tout ça. Donc là aujourd'hui c'est plus quelque chose qui se passe à l'étape du home studio, hein. Aujourd'hui on a plein d'outils incroyables, très abordables parfois, qui nous permettent de faire des choses incroyables, hein, en termes de son et tout ça, en termes de qualité, c'est juste dingue. Donc on peut faire vraiment pas mal de choses à la maison. Mais après, c'est vrai que il arrive un moment où on se doit d'arriver à une phase de production où là on va un petit peu matérialiser les œuvres musicales. Et suivant les styles dans lesquels on est, parfois on peut être amené à avoir besoin de certaines structures. Quand on fait de la musique acoustique, aujourd'hui, faire un disque, quand on est essentiellement des musiciens acoustiques, disons, il faut des grands espaces, il faut des lieux qui puissent bien restituer le son, acoustiquement parlant, au-delà de la qualité des micros et tout ça. Mais c'est vrai que c'est très important d'avoir des lieux étudiés parce que en son, en studio, c'est très difficile de dissocier le son acoustique de la pièce dans laquelle on l'enregistre. Donc c'est pour ça que quand on choisit des lieux, souvent on choisit d'abord les lieux pour l'acoustique en fait, hein. C'est un petit peu le premier critère important à prendre en compte. Et donc voilà, et puis aussi le critère de savoir si on veut enregistrer ensemble, si on veut enregistrer séparément. Aujourd'hui voilà, on a des ordinateurs qui ont remplacé les bandes magnétiques, donc aujourd'hui on peut faire énormément de choses, on a le droit à l'erreur si je puis dire, donc on peut se permettre de faire les choses un petit peu séparément. Mais c'est vrai qu'à l'âge d'or des studios, les studios étaient très grands parce que les musiciens jouaient tous ensemble. Donc ça c'était le premier truc qui faisait que voilà, il fallait de la place, il fallait pouvoir isoler les musiciens, il fallait que l'acoustique aussi fonctionne, qu'il y ait suffisamment de micros, enfin voilà, c'était tout un truc. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu, à tort d'ailleurs je trouve, c'est un petit peu révolu. Et donc maintenant, voilà, on fait beaucoup de choses, chacun dans son coin. Voilà, la musique c'est quelque chose qui se partage et maintenant on fait des disques où parfois les gens ne se voient même pas. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc pour bien choisir ces studios, voilà, pensez à ça. Qu'est-ce qu'on a besoin en termes de moyens pour pouvoir enregistrer, trouver des lieux dont l'acoustique fonctionne pour nous, quoi. C'est un petit peu souvent le premier critère, en tout cas moi le premier critère que je prends en compte, quoi. Et toi, Jacques Roulet, tu penses quoi du studio? Moi, je trouve que c'est utile, les studios. C'est cool. Parce que c'est un moment où on va se recueillir. En fait, on ne va pas penser de la même manière. Et on se projette à sa session de studio. C'est différent que d'être chez soi et de produire toujours de la même manière. On a besoin de changer de point de vue, de rencontrer du monde. Le délire d'aller en studio, c'est d'être avec les copains, quoi.
et de s'amuser. Au moins, tu vois du monde et il y a un processus de création qui se fait à ce moment-là qui n'est pas le même du tout que ce que tu peux faire chez toi. Du fait que c'est traité acoustiquement et que tu as il y a une intention. Il y a des mecs qui se sont foulés, qui sont fatigués, et puis qui ont transpiré pour installer le studio. Donc, faut reconnaître ça. C'est cool. Et les mecs se donnent, les mecs sont présents pour ça. Donc, faut en profiter. Il y a des gens qui sont prêts à mettre leur vie là-dedans. Merci Jacques. On a également eu le plaisir d'interviewer Cédric Nadeau, qui a monté la chaîne YouTube En acoustique avec Cédric en partenariat avec le studio de la Seine. Il nous parle de la plus-value de travailler en studio. Ouais, bien sûr. Parce qu'en studio, on peut se reposer sur des gens qui sont professionnels et qui savent ce qu'ils font, en fait. Ce qui fait qu'on a tendance à se concentrer sur ce qu'on sait faire nous. Alors qu'en home studio, on est à la fois derrière les machines, qu'on maîtrise pas toujours bien. À la fois, on est artiste, on est tout à la fois, et souvent, le résultat, bon, je vais pas généraliser, mais en tout cas, en studio, on est encadré. On sait que l'ingé son, il sait ce qu'il a à faire. On sait que la structure, elle est là pour aider. Et en plus, il y a le cadre aussi. C'est bizarre, mais quand on rentre dans un studio et que le lieu est professionnel, on se met une petite pression à soi. On se dit, je suis là, il faut que j'assure. Quand on est chez soi, il y a un peu le confort. On dit, bon, disons qu'en général, ceux qui viennent dans mes tournages, ils savent où ils vont, ils savent qu'ils viennent dans le studio, ils savent pourquoi ils viennent là. Mais par contre, effectivement, des fois, il y a des petits moments où on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop comment ça va se passer, parce que les caméras sont là, déjà. En plus, il y a des caméras. Il y a le studio qui est professionnel. Et puis, le studio de la scène, c'est là où on enregistrait des artistes comme David Guetta, comme même Lenny Kravitz, plus jeune Kenji, Gims, et tous ces gens-là. L'album de Slimane et Vita a été fait là-bas aussi. Donc, les artistes savent où ils vont. Donc, si tu veux, il y a ce petit moment de pression comme ça, ou des fois d'égarement, mais il faut aussi qu'ils soient encadrés, qu'ils soient rassurés aussi par rapport à ça. Et donc, à partir du moment où on fait de la musique, rien de plus. On n'est pas là pour sauver des vies, on fait de la musique, on est dans un cadre sympa. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression à mettre à l'artiste qui arrive. Il faut qu'il soit heureux d'être là où il est, qu'il sent qu'il est encadré. Et à partir du moment où il y a cet encadrement-là et qu'il se soit rassuré, tout va bien. Voilà. En fait, il faut que l'artiste se dise, je suis légitime. C'est ma place ici aussi. Parce qu'en général, à studio, moi, tu sais qu'il y a peu de gens qui me l'ont dit, mais ceux qui me l'ont dit, m'ont dit, Cédric, j'ai le trac. Parce qu'en studio, il faut être professionnel, on sait que l'heure tourne, on n'est pas chez soi, le compteur tourne. Donc, il me dit, j'ai le trac, j'ai peur de mal faire, j'ai peur de vous faire perdre votre temps. Et là, il faut rassurer. Si tu es là, c'est parce que tu mérites d'être là. Voilà. Donc, à partir du moment où il y a cet encadrement-là, les choses se passent bien. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est le fait de filmer aussi. Au jour d'aujourd'hui, on est vraiment, la vidéo, c'est vraiment quelque chose de porteur. Les gens, déjà, on voit sur YouTube que les vidéos ont plus de vues que les audios. Donc, de ne pas hésiter justement à profiter du confort du studio pour passer des caméras, pour se filmer. Comme ça, on est dans un cadre, vraiment. Et parce qu'à la maison, on va pas se filmer. Bon, on va pas filmer sa chambre et son lit à côté de son ordinateur. Mais dans un studio, c'est intéressant vraiment de pouvoir mettre les caméras. Comme ça, on se met soi-même dans une sorte d'univers. On se dit, OK, le matos, il est là. L'équipe, elle est là. Et je suis filmé. Donc, soi-même, c'est déjà un décor, les studios. Comment ? C'est déjà un décor, les studios. C'est ça. Voilà. Et donc, ces trois éléments-là font que l'artiste dit OK, j'y vais. Donc voilà pour ces différentes visions sur le studio. Donc pour préparer son enregistrement studio, il est important de prendre en compte 4 points très importants pour sélectionner son studio. Donc d'abord, vous avez le lieu. Est-ce qu'il est assez accessible pour tout le monde, pour tous les membres du groupe ?
le planning, donc la disponibilité du studio et votre disponibilité, est-ce qu'il est compatible avec votre planning, les professionnels présents. Que ce soit les musiciens ou les ingénieurs du son. C'est ça. Et ensuite, les conditions d'enregistrement mises en place au studio. Donc son matériel. Son matériel, là, si les cabines, elles sont... si tout le monde va enregistrer dans la même cabine, s'il y a plusieurs cabines, si ces cabines-là, elles ont des vitres qui permettent de voir d'une cabine à l'autre, le système de réseau casque aussi à prendre en compte. Voilà, toutes ces petites choses qui sont des conditions d'enregistrement qui permettent un confort. C'est ça, oui. Ça dépendra vraiment de votre budget et du confort souhaité pour l'enregistrement de votre projet. Donc comme on disait, les particularités physiques du studio à prendre en compte, ça va être donc le nombre de cabines, la taille de ces cabines, l'acoustique. Des espaces dont la control room, donc le système d'écoute de la control room. C'est ça. Et de la pièce en elle-même aussi. Parce que parfois, dans la control room, il y a un sweet spot, et ce qui fait que l'ingénieur du son, lui, est dans des conditions optimales pour entendre, mais le réalisateur du projet musical, lui, n'étant pas dans le sweet spot, il peut être perturbé par trop de basse ou trop de médium, et ne pas s'y retrouver dans l'univers sonore qu'il souhaite créer, quoi. C'est ça, oui. Donc prendre en compte là, du coup, l'acoustique du lieu, donc pas seulement des cabines, mais de la control room, donc là où l'ingé son reste, là où vous avez tout le matériel, la console de mixage, l'ordinateur, tout ça. Donc tout ça, ça fera partie d'un ensemble pour le confort de la séance. Et donc, comme on disait, bien sûr, l'accessibilité. Oui, il a un petit aspect à prendre en compte aussi, c'est évidemment l'accessibilité du studio. Est-ce qu'il y a un métro ? Est-ce que le groupe ou l'artiste est motorisé ? Dans ce cas, il n'a pas besoin de métro, mais s'ils ne sont pas motorisés, y a-t-il un métro ou des bus à disponibilité ? Les horaires des transports, tout ça, sont à prendre en compte parce que les horaires d'enregistrement sont des horaires un peu qui peuvent être atypiques, on va dire ça comme ça, et les transports ne sont pas forcément tout le temps disponibles, donc il faut prendre en compte ce petit facteur-là. C'est ça, oui, et ça c'est pour tous les studios qui sont, on va dire, en milieu urbain, où on a des systèmes de transport, mais vous aurez aussi des studios où vous pourrez y faire des résidences, donc là aussi ça va être des conditions de confort. Est-ce qu'il y a des chambres sur place ? Est-ce qu'il y a un hôtel pas loin où vous pourrez rester, des Airbnb pas trop chers, etc. Si vous êtes dans une maison où le studio est littéralement dans la maison et que vous êtes en campagne. Voilà, Nicolas Chalier va nous parler d'ailleurs de lieux de production un peu plus tard dans le podcast, en dehors des studios. On va d'ailleurs le réécouter autour de la question du choix du studio en fonction du style musical voulu. C'est un petit peu ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que voilà, quand on choisit un lieu, alors déjà il faut prendre en compte déjà le style musical, ça c'est évident. Voilà, si vous êtes un rappeur par exemple, ou quelqu'un qui fait de la musique urbaine, par exemple, voilà, très souvent ce sont des prods qui se font. Il y a très peu d'instruments acoustiques dans ce genre de prod, donc c'est des choses qui peuvent se faire de manière informatique. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas besoin d'avoir des grandes pièces d'enregistrement. Ce qu'il nous faut, c'est éventuellement une petite cabine pour la voix et faire une bonne prise de voix. Donc là, déjà, ça cible déjà certains types de studios. Mais si à l'inverse, vous êtes, je sais pas moi, trompettiste dans un big band, où vous êtes 20 musiciens, là, si on veut faire un disque, il va falloir effectivement un lieu beaucoup plus grand, avec une acoustique bien maîtrisée, qui va nous permettre de mettre en valeur notre musique. Voilà, là je prends deux extrêmes, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Après, tout ce qui y a entre, ça va dépendre de la manière dont on veut travailler, dont on veut vraiment... Enfin, quand je dis travailler, c'est dont on veut performer notre musique. Est-ce qu'on veut la faire en live, c'est-à-dire dans des conditions, on va dire, comme en concert, par exemple, où là, évidemment, il faut que le style s'y prête aussi. Donc là, si on est dans ce cas de figure-là, il va falloir peut-être se tourner vers des studios qui auront des cabines séparées, en tout cas qui pourront permettre tout simplement d'accueillir plusieurs musiciens, de les enregistrer en même temps, prendre en compte bien sûr le parc micro qui sera capable de capter tout ça, le système casque aussi, ça c'est important évidemment qu'on soit dans des bonnes conditions. Enfin voilà, c'est des petits critères comme ça qui sont très importants pour être tout simplement à l'aise. Un élément assez intéressant à prendre en compte, je trouve, que souligne Nicolas Chalier. On va écouter maintenant Pierre Attias qui va nous parler du Pixel Room, le studio qu'il avait au Pré Saint-Gervais.
Le Pixel Room était un endroit un peu spécial, on pourrait dire. Alors, l'acoustique a été réalisée par Christian Malcure, donc, qui est un grand acousticien français. C'était dans un espace qui n'était pas du tout pensé pour devenir un studio d'enregistrement, puisque c'était en bas d'un énorme immeuble dans lequel il y avait carrément des colonnes transversantes de tout l'immeuble. Donc, il a fallu séparer acoustiquement tout ça. Et ça, c'était un gros challenge. Le passif de cet endroit où il y avait une école, donc l'ISETA, qui avait été créée par Ange Lenis, moi, m'avait donné l'idée de tenter un jour peut-être de faire de la formation ou pas. Bon, j'y suis pas encore arrivé, mais c'est très intéressant en tout cas comme parcours parallèle. Beaucoup de studios aujourd'hui proposent des formations. Et donc, c'est une question qui est toujours un peu intéressante de la transmission du savoir. Et donc, au Pixel Room, on a accueilli aussi 2 structures attenantes dans le studio B. Un monsieur qui s'appelait Adam Bastard, qui était l'ancien régisseur de plusieurs salles parisiennes, qui a monté une structure à l'époque qui s'appelait Downtown Studio, qui aujourd'hui est un gros ingénieur de mastering installé dans le sud, près de Salerne, et qui a produit plusieurs albums. Donc voilà. Et en même temps, on a accueilli dans cet espace-là, en planning partagé, une structure qui s'appelait Baromètre Zikmu, d'un monsieur qui s'appelle Komi Benga, qui aujourd'hui a monté depuis un petit peu de temps une structure qui s'appelle Artistiquement Riche, qui est la première école de rap en France, pour regrouper tous les apprentissages pour les gens qui travaillent dans l'urbain, enfin en l'occurrence les artistes qui veulent se lancer dans l'urbain et qui ont besoin de comprendre comment tout fonctionne, c'est-à-dire comment produire son album, comment le vendre, le promouvoir, comment se défendre sur le marché avec, tant en indépendant ou en signature avec des labels. Et donc, ce qui était intéressant à l'époque du Pixel Room, c'est que on a développé plein d'idées. On a monté sur le plateau, par exemple, une structure associative qui s'appelait Easy Connection, qui était liée à la communication 360 degrés pour accompagner et ou les producteurs, et ou les structures d'enregistrement, et ou les groupes indépendants. Grâce à cet exemple du Pixel Room de Pierre Attias, on voit bien que les studios ont dû évoluer et avoir plusieurs casquettes pour s'insérer et trouver des débouchés économiques dans l'industrie musicale avec l'arrivée du numérique. Il y a d'autres éléments à prendre en compte lorsque on veut choisir son studio d'enregistrement, c'est les particularités techniques qu'il y a dans le studio. Par particularité technique, j'entends les instruments qui peuvent être mis à disposition. Donc, mais également le matériel analogique et numérique. Mais aussi. Ainsi que le système d'écoute mis en place. Mais aussi. Le parc micro. Donc, c'est-à-dire tous les micros qui sont mis à disposition par le studio. Et comme on disait tout à l'heure. Et évidemment, le réseau casque. Donc voilà, tous ces points, les instruments, le matos, le système d'écoute, le parc mic et le réseau casque. Voilà, l'essentiel est évidemment de bien se sentir en studio pour pouvoir créer le plus librement possible. À ce propos, on va écouter Nicolas Echelier qui va nous parler de cet élément-là, bien se sentir en studio. Et ben, c'est quand on arrive dans un lieu et quand on veut enregistrer un disque, je pense qu'on a suffisamment de stress vis-à-vis du coût que ça peut représenter et le stress de bien réaliser ce qu'on va faire, que voilà, il faut qu'on soit dans des bonnes conditions pour déjà éviter de s'en rajouter du stress en l'occurrence. Donc voilà. Je pense que c'est le premier truc souvent qui détermine le choix d'un studio. Si je me place du point de vue matériel, disons, c'est vraiment voilà comment on a envie comment on a envie de l'enregistrer. Voilà, suivant le style et tout ça. Après, le matériel, effectivement, il va plus rentrer dans un cadre où est-ce qu'on cherche une esthétique particulière, est-ce qu'on veut se rapprocher d'un son moderne, par exemple, où là, on pourrait partir du principe où le numérique suffirait. Est-ce qu'on est dans un registre où on peut faire appel à une culture un petit peu plus, entre guillemets, vintage ? Donc là, par exemple, on peut aller chercher des studios avec des consoles un petit peu plus anciennes, voire peut-être carrément imaginer un enregistrement sur bande magnétique pour restituer un petit peu le son d'une époque qui se prête à ce qu'on fait musicalement, en fait. C'est un peu comme ça qu'on réfléchit à un studio. Et après, il y a un facteur extrêmement important, si ce n'est le plus important, c'est effectivement le rapport humain qu'on peut avoir avec les gens avec qui on travaille. Donc, quand on s'enferme dans un studio pour plusieurs jours, c'est important que les personnes du moins avec qui on va travailler, que ce soit l'ingénieur du son ou les producteurs ou les arrangeurs, enfin tous les gens qui interviennent autour d'un projet. Exactement, et pour aussi bien sélectionner son studio, il faut voir s'il a un style approprié, voir les productions qui sortent de ce studio.
Et Et d'ailleurs, à propos de ça, une petite digression, mais les possibilités techniques mises en place grâce au numérique dans les studios permettent donc de modifier les hauteurs de notes ou les hauteurs de notes ou les durées des notes, donc de la voix. Par exemple, il y a des outils qui s'appellent par exemple l'autotune, qui est un outil qui va faire de la correction de voix ou d'instruments, qui est utilisé en studio. Et ce qui est assez intéressant, c'est que donc c'est une avancée technologique qui va modifier des rapports de création. Et par rapport à ça, on peut peut-être écouter Pierre Attias qui va nous parler de cette évolution de la part des artistes créateurs, chanteurs, sur leur art et sur leur discipline, grâce ou à cause de l'arrivée de cette technologie-là. Moi, ce que je ressens en tout cas, c'est que on pourrait dire que dans la musique urbaine, l'autotune a amené un élément technique très intéressant, mais qui a presque déresponsabilisé beaucoup les kickers de micro, c'est-à-dire le fait que l'ingénieur du son va en mettre beaucoup, d'une manière très créative, artistique ou pas du tout. Et ce qui fait que les gens vont placer leur voix, mais vont pas faire beaucoup d'efforts pour trouver les bonnes intentions et se préparer à avoir les bons bacs qui vont bien, les ambiances. Ils lâchent le tout. Ils pensent qu'ils sont montés sur un ring, qu'ils ont 20 minutes pour placer leur titre, et l'ingénieur du son va juste passer 2 heures, 4 heures, 10 jours pour en faire quelque chose. Voilà. Et donc ça, c'est un premier truc assez rigolo, c'est que si on devait faire une analogie par rapport au cinéma, on va quand même tourner plusieurs fois la scène, même si sur le plateau, on sait laquelle va être gardée, parce qu'il y a une ambiance à créer pour amener les acteurs qui sont présents sur une mise en scène dans une confiance par rapport à eux-mêmes. Et dans le cas du micro, en l'occurrence sur une prise de voix, dans le monde urbain, il n'y a pas ce rapport de se dire tout ça c'est bien, mais on va tout refaire dans 2 semaines parce que tu auras retravaillé ton texte et que tu t'es pas assez pris au sérieux face à ton miroir pour amener une émotion. Et cette émotion-là, on l'a pas. Donc mettre du rafistolage avec du maquillage qui déborde de partout, c'est-à-dire l'autotune, c'est bien, mais on ne transpire pas encore l'émotion avec. Ouais. Donc maintenant, ces éléments de langage sont un peu difficiles à amener en séance parce que la personne va être pressée, parce qu'elle va te dire on te paye à l'heure et tout ça. Et donc cette rencontre-là fait qu'il n'y a pas tous les ingénieurs du son qui font des séances de rap, qui vont prendre un café avec l'artiste après en disant viens on débrief. Ouais, alors que sur d'autres styles musicaux, les gars échangent, boivent autour d'un verre, ont le temps de s'apprécier, de se connaître et donc de pouvoir de manière plus formelle et informelle se dire des choses. C'est un peu dur comme jugement que j'ai, mais en tout cas, rares ont été les séances où j'ai tout de suite eu de la chair de poule, me dire là ça se passe très bien, les gens sont prêts à ce qu'ils font, ils sont conscients de ce qu'ils font, ils sont conscients du monde qui les entoure, des gens qui sont présents pour eux à ce moment-là, et c'est ça qui permet de créer une atmosphère. Et ça c'est très important de créer cette atmosphère. Donc souvent les structures d'accueil le font, et je dirais que même aujourd'hui c'est un feedback qu'il faut avoir, parce que c'est l'artiste qui va amener par son aura, par sa présence, de dire j'attends ça et voici les conditions pour qu'on y soit. Voilà, c'est un moment magique. Et prendre une voix, c'est quelque chose de très, très intime. Bien plus que de faire une photo ou une image. L'image décorelle, entre guillemets, le fait, elle est beaucoup plus écrasante parce qu'une image est belle ou pas belle, mais elle n'a pas ce rapport où elle vous traverse le corps. C'est vos yeux qui sont arrêtés par l'image. Par contre, le son, il vient vous voir et il va vous traverser totalement. C'est une onde. Voilà. C'est un peu un rayon X, mais qui est, pour le coup, audible par le corps de manière assez... Voilà, pour finir sur les particularités à prendre en compte lorsque l'on choisit son studio d'enregistrement, il y a les particularités qu'on va appeler humaines. Dans ces particularités-là, il y a bien évidemment les savoir-faire et les particularités des musiciens, le style qu'ils jouent, leur groove, etc. Le savoir-faire et les particularités des techniciens, donc des ingénieurs du son, mais également... je ne sais pas, moi, s'il y a les assistants ou les stagiaires peuvent aussi avoir vous êtes accompagné d'un directeur artistique, mais que ce n'est pas le vôtre, c'est celui de votre label aussi, est-ce qu'il est important qu'il soit là pendant la séance ou non? Ça dépend des séances. Voilà, et enfin, il est évident que s'il y a un bon relationnel au sein de l'équipe de création-production de votre album, ça s'entendra et on aura une musique qui sera plus vivante et gaie ou joyeuse. Oui, juste plus vivante. Plus vraie. Plus vraie, ouais. Comme disait Pierre, l'important là-dedans, c'est de créer une ambiance avec ces différents pôles, en fait. Les musiciens, les techniciens, l'équipe, en général, de créer cette atmosphère de création agréable et confortable. Tout à fait. D'ailleurs, ces particularités humaines sont vraiment un élément essentiel dans la production.
Comme le dit Nicolas Échalier. C'est pour ça que l'aspect humain, encore une fois, l'aspect échange avec les gens et la culture des gens avec qui on travaille, c'est vraiment un facteur extrêmement important. Si vous faites du rock, vous n'allez pas avoir un ingé son qui enregistre de la musique urbaine du matin au soir, c'est évident. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord cibler avant tout les gens avec lesquels on va travailler. Et puis, moi c'est mon cas d'ailleurs, quand j'ai des gens qui viennent me voir et qui me soumettent des projets, ben, je leur dis écoutez, là chez moi ça va être possible ou pas, et donc là on va se tourner vers d'autres lieux en fait. Et encore on parle des studios, mais il y a plein de groupes qui préfèrent justement sortir de ce cadre-là, comme ça a été fait déjà avant d'ailleurs, et puis se tourner vers l'idée de faire des disques de manière beaucoup plus simple, entre guillemets, c'est-à-dire voilà, aller dans des lieux qui ne sont pas forcément faits pour, mais en faisant ça, on cherche autre chose, on cherche une inspiration, une manière de produire forcément différente, et pourquoi pas, c'est quelque chose qui se fait bien, hein, ça a été très à la mode à une époque, le côté studio résidentiel, entre guillemets, ou le fait d'enregistrer dans des conditions qui sont pas, en tout cas dans des lieux qui sont pas faits pour. Ça s'est déjà fait, ça se fera encore, hein. C'est pour ça que le plus important, c'est avant tout, c'est avant tout la musique, hein. Comme je dis souvent, le son, c'est la source, hein. On a également demandé à Jacques Roulet si ça l'intéresserait d'enregistrer des partitions qu'il aurait écrites par des musiciens professionnels en studio d'enregistrement. Voici sa réponse. Moi, ça m'intéresserait forcément. Je veux dire, étant dans la musique, c'est cool d'avoir vraiment un musicien qui joue sa partition. On se retrouve avec une intention de jouer particulière. Il y a un besoin là-dedans. C'est sûr que moi, si je savais jouer tous les instruments et que je les avais chez moi pour pouvoir le faire, que je le ferais. Mais oui, moi, le mec qui peut jouer ma partoche, si j'ai une pièce qui est finie, que je veux faire jouer par un instrumentiste, c'est sûr que ça a un intérêt de l'enregistrer en studio. Et un mec plus. Après, le résultat sonore, il peut être meilleur ou moins bien, mais il y a l'expérience qui va avec, et au moins il y a un échange qui se fait derrière. C'est peut-être pas cet enregistrement-là qui va être l'enregistrement de ta vie. Peut-être que ce sera celui d'après ou celui encore après. On ne sait jamais en fait, mais c'est un bon truc. Enregistrer des musiciens, c'est toujours bien. Une dernière citation d'un artiste musicien-interprète que nous n'avons pas encore eu le plaisir d'écouter, Patrick Bebey, qui a eu le plaisir de travailler avec des artistes de renom comme Papa Wemba, Polo et Pan ou encore Arcade Fire. Il nous parle de sa façon de collaborer avec les musiciens et particulièrement du passage du home studio, sa création de maquettes en individuel, à la phase d'enregistrement avec les musiciens professionnels en séance. Je fais aussi des premières maquettes tout seul à la maison pour voir à peu près, en tout cas, ce que j'entendais dans ma tête, comment ça sonne quand même une fois enregistré, même tout seul quoi, à la maison. Et puis après, je demande aux musiciens, je joue avec des musiciens qui ont vraiment des personnalités fortes. Et c'est ce qui me plaît chez eux. Et en fait, je leur propose mes maquettes, mais tout en leur disant que ce qui m'intéresse, c'est qu'une fois qu'ils auront fait une première digestion de ce que je leur ai proposé, ce qui m'importe vraiment, c'est qu'eux aussi me proposent quelque chose qui va faire que leur personnalité ressortira aussi dans l'enregistrement. Pour moi, c'est hyper important. Autant quand je me retrouve avec à proposer ma musique à des orchestres, comme ça m'est arrivé, et ça m'arrive encore, à des orchestres de musique classique. Là, vraiment, j'écris toutes les notes telles que je voudrais que la musique sonne, et je leur donne les partitions, chacun travaille de son côté, on se retrouve tous et on joue. Mais là, avec mon équipe autour de moi, c'est pour moi très important OK, je leur donne les directions,
Mais après, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir aussi leur personnalité dans ma musique. Tant que j'ai le sentiment que ça sert ma musique. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui est confort, relationnel avec l'équipe du studio et des musiciens. Également pour optimiser votre temps, il va falloir prendre en compte des répétitions sérieuses. Afin d'être le plus productif lors des séances d'enregistrement, il est très important de bien préparer son projet et de répéter les titres que l'on souhaite enregistrer. À ce propos, on va réécouter Patrick Bebey qui va nous parler de 2 projets dans lesquels il a participé et un d'ailleurs dans lequel qu'il lead actuellement et qui est la réalisation de son nouvel album. Et l'autre projet, c'était un album qui a été réalisé dans la fin des années 90, un album de Papa Wemba réalisé par le label Real World, le label de Peter Gabriel. Il nous parle de l'importance des répétitions dans l'organisation de la réalisation d'un projet musical et plus particulièrement pour être le plus rapide et efficace possible lors des réelles séances d'enregistrement. Optimisation. Curieusement, tout ce temps qu'on a eu, j'ai quand même réussi à l'exploiter, en tout cas avec les amis musiciens qui m'entourent sur mon projet, qui ont été vraiment très, très porteurs sur l'idée qu'on enregistre un nouvel album ensemble, même si on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il pourra sortir, tout ça. Mais voilà, en tout cas, on l'a enregistré, surtout on l'a beaucoup préparé. On a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je n'ai jamais autant répété de ma vie pour enregistrer un album. Mais c'est une belle, belle expérience. Et, il reste quelques violons à enregistrer, mais sinon, tout est enregistré. Okay. Et surtout, on a enregistré 16 titres en 3 jours. Quoi. Ouais. C'est un truc, ouais, vraiment, le premier jour en plus à préparer le son vraiment dans le studio, mais on était très, très compact. Quoi. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup répété. On savait vraiment ce qu'on allait faire. D'accord. Et pour moi, c'est une belle, belle expérience parce qu'il y a vraiment une chaleur, un état d'esprit qu'on retrouve effectivement quand tout le monde enregistre ensemble et puis chacun sait quoi, chacun sait ce qu'il va faire. Et alors, j'étais entouré par un batteur, un bassiste, un percussionniste, un guitariste, une choriste et une violoniste. Je suis très, 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 très heureux de cet enregistrement et je vais le défendre plus qu'à fond. Quoi. Je sais pas, je me sens fort pour le défendre. Et j'ai pu rencontrer aussi toute l'équipe de la maison de disques de Peter Gabriel, Real World, avec lesquels j'ai noué des liens vraiment solides. Wemba venait de sortir un album chez eux, et puis après, on a enregistré 2 albums qu'ils ont produits, dont un qu'on avait enregistré à Paris avec un producteur qui s'appelle John Leckie, qui était entre autres producteur des Beatles. Mais c'est incroyable, c'était vraiment une superbe expérience, un album qu'on a enregistré en 3-4 jours, tout live dans un studio à Paris, au regretté studio Davout. Ouais, c'était vraiment un beau moment quoi, de musique, et après on a mixé dans les studios là-bas en Angleterre. Ouais, c'était une belle expérience, vraiment. Parce que on est arrivé au studio en fait, donc après avoir répété pas mal avec l'orchestre pour pouvoir assumer d'enregistrer un album en 4 jours. Il y a des souvenirs là qui me remontent. Je viens de me souvenir que dans les 4 jours, il y a eu un jour où Wemba a dû partir. Un jour, il n'était pas là. Et donc, sur les 4 jours, il n'en restait plus que 3. Quoi. Mais c'était un chouette challenge. Et on a réussi à faire vraiment un bel album. Et après, parti en tournée avec, c'était vraiment bien. En plus des répétitions, il est également possible de faire des petites formations bien ciblées
par exemple, de coaching vocal ou de perfectionnement d'un instrument pour se mettre à niveau et être prêt et libéré de la pression technique et pouvoir s'exprimer le plus librement possible lors des séances d'enregistrement. Comme nous en parle Pierre Attias. Il y a beaucoup de styles dans le cas de la prise de voix où les gens vont vraiment se préparer à dire dans 3 semaines j'enregistre, j'ai pris un professeur de chant qui va me pousser dans mes meilleures conditions pour aller plus loin face à mon organe qui est la voix et qui est un organe qui est très très compliqué à optimiser parce qu'on n'attend pas que tout le monde soit des chanteurs mais qu'on puisse en tirer le meilleur parti. Et c'est pas le jour du studio où on se fait coacher volcamment 2 minutes à refaire un bac par un ingénieur du son qu'on va changer la donne. C'est un travail, c'est un peu une course de fond, c'est pas un sprint. Voilà. Le sprint qui est fait par des artistes sur scène est quand même maintenu au fait qu'eux ont une hygiène de vie lors des tournées qui est assez drastique parce que sinon ils tiennent pas le fait de faire 200 dates dans l'année et donc ils ont aussi ce travail-là qui les a amenés à être au niveau où ils en sont et c'est à ça où on reconnaît des gens qui sont dans le monde pro, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont tout le temps au travail. Tout le temps au travail. Et donc, c'est souvent les artistes se disent ah bah là je fais mon album puis je fais plus tard la scène. Non, c'est que pour le coup les gens qui font de l'interprétation, le travail sur la voix c'est un travail qui est continu. Et donc on n'attend pas qu'on puisse changer de voix ou être la voix de. Non, ce qui est intéressant c'est que vous avez une performance vocale en vous. Vous pouvez aller quelque part et ce quelque part doit être motivé dans le sens du projet, dans votre sens à vous. Et vous poussez à des possibles que vous n'aurez même pas imaginé. Voilà. Donc, et c'est ça qui crée le fameux être soi, revenir à soi. Et ça, c'est souvent un peu oublié. Et dans le cas de la musique urbaine, c'est souvent occulté. C'est même pas une question. Voilà. Donc aujourd'hui, presque au mieux, je dirais que l'ingénieur du son est devenu un pharmacien lors des prises de voix. Quoi. Donne-moi un médoc et ça se passera bien. Quoi. On n'est plus du tout dans le fait de faire évoluer le patient vers une guérison complète, c'est-à-dire le fait de l'amener à une autonomie vocale. Quoi. Et là, il est là pour performer. Non, il passe les articles en caisse. Okay. Et oui, donc pour continuer dans la même lancée de l'optimisation du temps, on va faire un séquençage des séances d'enregistrement. Donc, explication brève, vous n'allez pas enregistrer tout l'album en une journée ou dans n'importe quel ordre. Il faut se mettre un planning pour chaque instrumentiste, chaque instrument. Voilà, ça va être ça le séquençage de vos séances d'enregistrement. Donc, en fonction de la disponibilité des musiciens d'abord, du nombre de titres ou encore de la durée de l'enregistrement, il sera important de réaliser ce séquençage afin d'être le plus productif possible lors des séances le jour J. Donc par exemple, il est conseillé de commencer surtout par les parties rythmiques, donc si vous êtes un groupe de rock, de commencer par la batterie, sur les autres styles plus numériques, de préparer vos batteries et vos différents arrangements, vos percussions. Ensuite, passer sur la basse, c'est les deux qui sont complémentaires et ça posera une base pour vos enregistrements. Ensuite, on peut commencer à attaquer sur les parties harmoniques, donc tout ce qui est piano, synthétiseur, les nappes, et puis ensuite, à la fin, les instruments mélodiques, la guitare, les cuivres, les cordes, les bois, etc. Voilà, et si c'est une prod vocale, finir bien évidemment par l'enregistrement des voix, la voix lead et les backs. Les backs qui sont donc les chœurs. Voilà, les backs qui sont donc les chœurs. Et puis donc finir par la voix, donc avec la voix lead et les chœurs par-dessus. Donc ça c'est juste une sorte de modèle, de schéma, voilà, ça dépendra vraiment de votre projet en lui-même pour faire votre séquençage de séance. Voilà, après on va parler très brièvement peut-être des choix créatifs qui vont s'offrir à nous lors de la phase de l'enregistrement. On va avoir le choix des instruments que l'on va enregistrer. Donc les musiciens, peut-être pas le pianiste, mais les autres musiciens ont souvent leur instrument avec eux en séance, mais dans le studio, il est possible qu'il y ait des instruments qui sont mis à disposition. Et donc, par exemple, si on prend l'exemple du guitariste, il est possible que le guitariste décide de ne pas jouer telle séquence de tel morceau avec la guitare qu'il avait prévue, et plutôt d'utiliser une du studio parce qu'elle correspond plus, d'un point de vue sonorité, à l'esthétique qu'il recherche pour illustrer son propos. Son propos, ouais. Ouais. Si jamais si on a un guitariste avec uniquement une guitare ou deux guitares électriques et que il faille poser une guitare acoustique par exemple, voir ça fera aussi partie de façon du choix du studio aussi, comme on disait, c'est le choix de ses instruments. Donc ça sera ça sera des choses que vous devrez voir avant les séances d'enregistrement, de tester différents instruments disponibles au studio.
Exactement. Donc les choix des instruments, on peut aussi rajouter le choix des micros, tester peut-être plusieurs micros pour voir les couleurs qu'ils vont donner les uns Exact. avec les autres, Mhm. enfin les uns à la place des autres. Il y a ça comme possibilité et évidemment dans le choix des instruments, lorsqu'on va préparer sa séance d'enregistrement, c'est pas réellement un choix créatif, c'est plutôt un postulat de départ pour faire des enregistrements de meilleure qualité, c'est accorder les instruments mélodiques, mais également les instruments percussifs. Donc accordé, c'est son tom, ses tomes, Un bon choix des son cymbales. kick, voilà, Ouais. ce genre d'éléments, parce que ça va faire une plus-value esthétique au morceau de manière... on va sentir une réelle production juste en faisant ça, en fait. Et donc, lorsque ce choix d'instrument sera définitif, on passera donc sur l'arrangement du morceau et plus globalement de l'album, du projet en général. Donc cet arrangement, il faut arriver avec une sorte de schéma, au moins une maquette produite peut-être en home studio. Donc arriver avec cette maquette au studio et voilà, cet arrangement peut évoluer, donc dépendamment des choix qui auront lieu pendant ces séances ou juste avant ces séances, que ce soit au niveau des instruments, de tous les choix qu'on a parlé juste avant. Et il faut donc être super efficace pendant cette étape. Voilà, c'est... Par exemple, il peut y avoir aussi des problèmes humains et un musicien qui ne peut pas être là tel jour ou qui annule. Et il va falloir réorganiser le morceau parce qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir cet instrument dans le morceau. Donc on va réorchestrer différemment, réarranger. Voilà. Donc ça peut être parce qu'il y a des problèmes à résoudre ou ça peut être aussi parce que par l'échange avec les autres professionnels qui sont en studio, que ce soit les techniciens ou les musiciens, on a envie de faire évoluer la prod de la faire évoluer de façon esthétique vers autre chose et donc on met en place des procédés d'arrangement ou d'orchestration pour arriver à cette esthétique. Ne soyez pas, bien sûr, en arrivant au studio, ne soyez pas trop bloqué avec votre arrangement, car il va sûrement évoluer au cours de ces séances. Enfin, le dernier choix créatif, ça va être l'apport artistique des professionnels, ce qu'on vient à peu près de dire juste avant. Mhm. Mais c'est quand même important de le prendre en compte et d'être ouvert au moment ouvert d'esprit, voilà, au moment de l'enregistrement et de se laisser guider, influencer un petit peu par ces professionnels, que ce soit les musiciens qui vont apporter ce qu'on disait un peu aussi tout à l'heure, leur couleur, leur sensibilité, leur groove, mais aussi les ingénieurs du son ou les autres techniciens qui, eux, vont apporter leur oreille, leur façon d'entendre, leur technique audio. Voilà, ils vont tous influencer l'esthétique de l'œuvre et il faut donc bien être à l'écoute de toutes ces personnes-là. Bien sûr, et ouvert d'esprit, car même si le projet initialement vient d'une personne, il sera créé par un ensemble, par toute une équipe de professionnels, musiciens et techniciens. Donc restez ouverts et gardez une oreille attentive à ce qui est dit ou ce qui est conseillé autour de vous pendant ces séances. D'ailleurs, par rapport à ça, on va écouter une anecdote de Patrick Bebey qui va nous parler de, lorsqu'il a travaillé avec Arcade Fire, l'origine de cette collaboration, parce qu'en fait, Arcade Fire a entendu un sample de flûte pygmée que jouait son père, le père de Patrick Bebey, qui s'appelait Francis Bebey, et qui était aussi un compositeur et artiste camerounais. Et donc, il a fait des albums. Ces albums se sont vendus de par le monde. Ils ont été écoutés par les musiciens d'Arcade Fire. Et ces derniers, au lieu de prendre, comme ce qui peut se faire dans l'industrie à l'heure actuelle, au lieu de prendre le sample, l'extrait audio qu'ils voulaient, ils ont voulu rentrer en interaction avec Francis Bebey, malheureusement il était mort. Donc ils ont réussi à rentrer en interaction avec Patrick et il va nous raconter son histoire. À propos de ça, il a travaillé avec eux grâce à ça, grâce à cette découverte de sample et à cette envie de la part d'Arcade Fire d'aller plus loin que juste prendre le sample, mais de collaborer avec un instrumentiste de cette flûte pygmée, quoi. On écoute Patrick. Et peu de temps après, je reçois un email d'une dame qui me dit être manager d'un groupe qui s'appelle Arcade Fire.
Et elle me dit, voilà, ils aimeraient enregistrer avec vous. Ils sont basés en Amérique, mais ils vont venir à Paris un petit moment. Est-ce que vous seriez disponible? Bon, j'avoue, je ne connaissais pas du tout Arcade Fire, mais j'étais déjà très content qu'un groupe basé aux États-Unis ait l'idée de me contacter. Je ne savais pas trop comment ils avaient, mais bon, sur le principe, ça faisait plaisir. On se met tout d'accord, tout est bien. Et puis, quand même, le soir, je suis à l'hôtel un peu tranquille. Je regarde, quoi. Je vais sur Internet, je regarde Arcade Fire et tout. Le premier truc sur lequel je clique, c'est une vidéo. Je vois 22 millions de vues. Je dis, mais c'est quoi ce truc? alors je regarde, je dis, ah ouais. Je vais sur la suivante. Là, je vois 150 millions de vues. Oh, punaise. Bon, j'étais en tout cas très surpris. Alors, encore plus surpris qu'il m'ait contacté. Mais finalement, on se retrouve donc dans le studio. Et moi, j'arrive avec mes flûtes, tout, je suis prêt. Je me dis, bon, je leur dis, ils me font écouter la maquette de ce qu'ils avaient fait, tout. Je dis, bon, ok, impeccable et tout, j'y vais. Ils me disent, ah non, 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 on y va tous. Je dis, mais tous, ah oui, là, on va l'enregistrer. Et, ah ouais, donc vous, ok, et ça m'a fait, ça, j'ai tellement aimé, parce qu'en fait, moi, j'adore enregistrer justement tous ensemble, quoi. Et donc, voilà, on se retrouve donc tous ensemble, tout le groupe est là, on est dans le studio, 1, 2, 3, 4, on a fait peut-être trois versions au maximum. J'ai rajouté un petit peu quelques passages de flûte supplémentaires pour qu'ils puissent un peu choisir ce qui leur plairait ou pas. C'était vraiment un moment magnifique. Voilà, donc c'était pour ceux qui souhaitent Everything Now de Arcade Fire. Vous retrouverez du coup les délicieuses flûtes de Patrick Bébé. Et donc après avoir vu à quel point il fallait rester ouvert aux propositions des musiciens, nous allons voir aussi à quel point il est important de rester ouvert aux propositions des professionnels qui nous entourent. Avec Pierre Attias pour nous l'expliquer. La question, c'est plus, est-ce que l'artiste pour lui-même, les interlocuteurs qu'il a en face, il va se proposer de leur donner un peu plus de confiance pour avoir accès à des choses auxquelles il n'aurait ni pensé, ni eu l'outrecidence de se dire, où il va se proposer en tout cas de découvrir de nouveaux possibles. Et ça nécessite de beaucoup collaborer. C'est-à-dire, plus un artiste rentre en studio, collabore avec différents ingénieurs du son, différents studios, différents producteurs, différentes maisons de disques, différents projets, il va peu à peu, lui-même dans son cheminement de sa connaissance de soi, définir ou pas, c'est-à-dire où il se recroqueville sur lui-même, ou définir le fait de dire, puisque j'ai la chance d'avoir des gens en face de moi, maintenant c'est à moi de faire en sorte qu'eux se sentent le plus épanouis à mes côtés sur mon projet, et de les diriger au fait de dire, sur telle ou telle chose, je veux pas m'en occuper, c'est le champ des possibles, vas-y, donne un peu d'espace de créativité. Maintenant, on peut le voir de manière totalement réglementée au fait de dire, l'ingénieur du son est là pour capter le signal, le mettre sur un enregistreur, le mixeur est là pour le mettre en forme à une norme marché, et le masteriseur est là pour le conduire sur des canaux très précis en loudness pour que ça aille sur iTunes Music, Spotify, Tidal ou autre. Et donc, c'est où on est dans un rapport un peu technique, on est dans un rapport de confiance et de partage. Et ça souvent, en tout cas, ça transpire sur la bande, c'est ce qu'on dit, où on sent qu'il y a quelque chose de magique et que quand on écoute quelque chose, on dit il y a tout qui est cohérent. Voilà. Et le projet est cohérent. Et quand on gratte, même sur de très gros projets urbains, on voit que les gens qui ont collaboré sur le projet se sont investis pleinement sur cette partie du projet à ce moment-là, et ils ont pu réellement exprimer leur champ d'expertise. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui ne se trahit pas, entre guillemets, quoi. Oui. Ou on peut écouter des projets, on se dit, là, les mecs, ils sont passés pour faire le boulot, quoi. C'est sympa, voilà. Mais il se passe rien. Il n'y a pas d'émotion. Okay, ouais. Et c'est pas qu'un rapport d'émotion de l'artiste qui parle, hein. C'est tout un rapport de chemin de production. La bonne question, c'est quand aujourd'hui on enregistre un album, est-ce qu'on l'écoutera dans 10, 20, 30 ou 40 ans? Voilà, ça c'est une bonne question qu'on peut poser. Ou sinon, on peut considérer que c'est devenu un produit totalement lobotomisé, consommable, à durée limitée, avec une obsolescence programmée réaliste. Et le message qui est dedans n'apporte rien. L'énergie, l'émotion,
Les harmonies proposées sont vues et revues et n'apporteront pas d'émotion et ne seront pas à redécouvrir plus tard. Ce qui est intéressant dans le monde du producing, donc le producing, c'est le fait que l'ingénieur du son n'est plus ingénieur du son, il est réalisateur, il est souvent musicien, il arrange, il fait de la direction musicale, du coaching vocal, il va bien comprendre l'essence créative du projet, il va juste l'amener à être le plus abouti. Alors, si vous voulez, il y a un très joli documentaire. Et, je vous conseille fortement de retrouver sur YouTube. Il y a une playlist de l'intervention de Philippe Zdar qui décrit son travail de réalisateur auprès de ce groupe sur l'album avec lequel il a collaboré. Et à un moment, il exprime le fait que les 4 membres du groupe sont réalisateurs et que lui, tout au mieux, il est juste là pour leur donner un peu de motivation d'aller dans un sens, dans un autre. Et au final, il devient le 5e membre du groupe. C'est très intéressant parce qu'il y a vraiment une fusion au fil qu'on écoute les titres et ses interventions pour expliquer que sur ce titre-là, il a fait ça, et sur ce titre-là, le groupe avait telle ou telle maquette et qu'ils n'étaient pas d'accord. Et donc, il y a tout ce rapport créatif qui est non négligeable, tant dans l'interaction de l'ingénieur du son, mais donc du réalisateur, du fameux producteur, et le rapport des artistes qui lui ont laissé une certaine marge de liberté et en même temps qui avaient une attente d'avoir un premier feedback, puisque cet ingénieur du son, donc derrière sa console, ce producteur qui va redéfinir certaines lignes directrices ou créatives du projet, c'est le premier auditeur. Et c'est au-delà de ça, c'est une personne qui va dire, là, vous voulez aller là, ok, eh ben, venez, on va forcer le trait, il faut qu'on pousse ça, parce que là, les gars, ce que vous faites, non, on peut aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin. Donc, c'est un motivateur permanent. Voilà, donc Pierre Athias vient de nous expliquer le rôle de producteur, à mi-chemin entre l'ingénieur du son, le musicien, le producteur, le réalisateur musical. Le multicasquette par excellence. Le monsieur multicasquette. D'ailleurs, à ce propos, on peut citer un grand réalisateur musical qui est George Martin, le 5e Beatles, qui a, par toutes les idées qu'il a eues, transformé la vision de l'ingénieur du son et du réalisateur musical dans la musique pop. Et avec ça, on écoute Pierre qui nous raconte une anecdote avec les Beatles en studio. Et pour vous donner un peu la légende, une des légendes urbaines de ce métier, c'est lorsque les Beatles s'enregistrent à Abbey Road, ils vont mettre des draps sur tous les instruments de musique parce que les placements de micro ne sont pas ceux qui étaient souhaités par les ingénieurs du son, qui eux respectaient un cahier des charges tellement précis qu'on ne pouvait pas approcher tel micro de telle source parce que la source était trop bruyante de peur de casser le micro. Et c'est ça qui a permis de découvrir une nouvelle façon d'aborder la production. Et c'est un peu là aussi où, dans le cas des Beatles, qui ont été un peu un tournant majeur dans le cas de l'industrie du disque, puisqu'ils vont créer un peu le principe marketing du premier album, puisqu'avant on ne sortait que des singles, on ne faisait pas de compilation, et que eux ont sorti l'album dont lequel a été extrait des singles. Et en même temps, en production, c'est-à-dire dans le studio, on a créé aussi ce changement de dire on va casser les codes de l'enregistrement, on va enregistrer différemment, on va prendre plus de risques. Alors les Beatles, c'était une époque, il n'y avait pas que eux qui ont fait ça, mais à cette époque-là, les gens au studio commençaient à casser les codes de on fait comme ceci, on fait comme cela. Et on a également, par exemple, Jimmy Iovine, le créateur notamment de la marque Beats by Dre, donc avec son collaborateur Dr. Dre bien sûr, qui était un assistant son lors de séances sur les albums de John Lennon. Et la légende veut que l'ingé son principal avait été un peu viré du studio par John Lennon car le boulot ou la couleur ne lui plaisait pas, et que ça soit ensuite le petit ingé son Jimmy Iovine qui passe aux manettes, vu qu'il n'y avait plus d'autres ingé sons, ils avaient tous été kickés par John Lennon. John Lennon aurait apparemment adoré le son et la manière de faire de cet assistant son à l'époque, et c'est comme ça qu'il est monté en grade. Pour finir, on va parler de l'après-enregistrement. Tout à fait. Avec d'abord donc, le concept de la mise à plat. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on a fini toutes nos séances d'enregistrement, on a donc dans notre projet avec toutes nos musiques dessus, toute notre piste enregistrée. La mise à plat, c'est une étape que l'on fait avec l'ingénieur du son, enfin que l'ingénieur du son fait, mais c'est bien de l'assister. C'est l'étape qui correspond à faire une mise à niveau de point de vue volume des différentes pistes enregistrées, donc des différents instruments enregistrés, histoire de donner une première direction pour que le mixeur puisse avoir un point de départ dans son travail. Si vous avez fait par exemple 10 à 15 prises par instrument, faire peut-être une première sélection aussi des prises, voir lesquelles sonnent vraiment bien, celles qui ont la couleur que vous désirez pour le projet. Évidemment. Pour finir, il y a un autre élément à prendre en compte qui est la nomenclature du projet. Donc, c'est un gros mot, c'est un gros terme pour dire comment on va nommer les différents fichiers de notre projet, les différents dossiers de notre projet, afin de pouvoir mieux se repérer et de pouvoir aussi simplifier la recherche des pistes et des éléments
aux autres acteurs qui vont interférer dans notre projet, c'est-à-dire là dans l'étape d'après, ça va être le mixeur. C'est ça. Pour que tout ça soit clair pour tout le monde, le mixeur, l'ingé son, les artistes, vous réglez ça comme vous voulez, par instrument, par date, du moment que c'est clair pour tout le monde. Voilà. L'avantage aussi de faire cette étape, ça permet de s'assurer que tout est bien validé jusqu'à l'après-enregistrement. Donc on n'a pas perdu de prise et qu'on a validé toutes nos prises et on peut continuer notre production vers de la l'avant. suite. Et c'est comme ça que nous finirons cette partie sur la production musicale. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à tous et n'oubliez pas, dans le prochain podcast, nous commencerons à aborder la post-production avec l'étape du montage ou editing et particulièrement l'editing audio et MIDI. Bisous et à bientôt. Bisous.